2h30 du matin. Ça fait 2h30 que je suis levée. L'enfant est encore en train de téter. Mais semi-tété, semi-endormi. Ah, j'ai un coup de barre, j'ai froid. Là, subitement, en l'espace de 30 secondes, j'arrive plus du tout à comprendre ce que je suis en train de lire. Ah, il n'y a qu'une envie, c'est de retourner me coucher. Bon, il est 12h30. On est allé se recoucher à 8h du matin jusqu'à 9h30. Où l'enfant s'est encore réveillé, a encore voulu manger. Et donc là, je suis restée avec elle jusqu'à 11h30. Et j'ai réessayé pendant une demi-heure de la mettre dans le lit en me disant peut-être qu'elle va rester tranquille et moi je pourrais somnoler à côté, mais non, pas du tout. Donc nous voilà à nouveau debout. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Eh ben, j'ai pas fait grand chose depuis que je me suis mis à lire. J'ai pas relu depuis 7h30, 8h où vraiment je comprenais plus rien de ce que j'avais sous les yeux. Globalement, j'ai juste scrollé du contenu sur internet sans trop d'intérêt. Et je suis fatiguée, j'ai la flemme de faire quoi que ce soit. Là je viens de me faire à manger. Là j'avais une pomme, une orange saupoudrée de cannelle. Et là j'ai une sorte de substitut de repas à la vanille. Une sorte de crème. Parce que j'ai caressé l'idée de faire du poulet avec des haricots verts. J'ai la flemme. J'ai la flemme de sortir des casseroles, j'ai la flemme de craser de l'ail, j'ai la flemme d'avoir de la vaisselle. Donc là concrètement il y a juste à couper des trucs et à verser du lait. Voilà. L'enfant refait du bruit. Bah oui mais il est en train de tomber ton doudou ma chérie. Elle commence à chouiner. Non pas parce qu'elle a faim hein, ou parce qu'elle a mal au ventre, mais juste pour qu'on s'approche d'elle et qu'on lui parle. Comme si on la laissait toute seule à longueur de journée. Voilà. Voilà, voilà. Bon, hier l'enfant a été réveillé de 7h30 le matin à 1h ce matin. Donc heureusement elle nous a fait une nuit complète de 5h jusqu'à 6h. Et elle s'est rendormie encore 1h après la première tétée et elle a retété et j'ai complètement réussi à la recoucher. Elle est en train de bouger, non? J'ai réussi ou j'ai pas réussi à la recoucher? Non, j'ai réussi à la recoucher. Il est 8h15 du matin. Je vais devoir sortir vers 14h. Sachant qu'il fait pas beau du tout. C'était pour une balade avec quelqu'un. Donc j'espère qu'il pleut des cordes là en plus. Ouais, s'il pleut, on va annuler hein, parce que c'est pas terrible quand même.
J'avais quelques heures devant moi et je suis revenue pour la deuxième fois en 2 jours. Ouh, sur une baisse de loisirs, histoire de faire un tout petit peu d'activité. Bon, j'ai pas mal lu ces derniers temps avec les lisos qu'on m'a offert, qui donne l'avantage de pouvoir se procurer gratuitement sur internet pas mal de classiques et de bouquins téléchargés de manière complètement illégale. Ne faites pas ça, c'est mal. Je m'attendais pas à autant aimer le rouge et le noir de Stendhal, notamment parce que bon, au début, voilà, c'est des personnages qui sont risibles, hypocrites, la petite bourgeoisie provinciale, les curés qui pensent qu'à l'argent, et même les Parisiens qui au final font des manières, mais sont absolument pas intelligents. Je me suis un peu demandé, mais à quel moment est-ce que le personnage de Julien change à ce point? Parce qu'au début, c'est un répétiteur des passages en latin qu'il a appris par cœur donc de la Bible. Il la connaît sur le bout des doigts. Mais de connaître et de répéter par cœur un livre religieux, c'est pas une preuve d'intelligence. La mémoire, c'est pas une preuve d'intelligence. Et au début, quand il arrive chez les de Rênal, il connaît pas du tout les autres auteurs latins. Et il les méprise. Et je vois pas très bien où dans le bouquin il se met à les lire. Je pense que c'est dans la bibliothèque de Monsieur de Rênal, mais j'ai pas l'impression que c'était clairement dit. Ou alors c'est que j'ai survolé ce passage et je ne m'en suis pas rendu compte. Et le personnage de Julien apparemment devient quelqu'un d'intelligent qui justement lit ces auteurs latins qui ne font pas partie du canon biblique, qui sont même considérés par l'élite cléricale comme des bouquins indignes, aussi des romans qui détournent notamment l'esprit des femmes, blablabla. Et voilà, Julien apparemment, ce personnage se met à devenir intelligent, mais moi j'ai vraiment mis longtemps à intégrer ce fait parce que je le voyais toujours comme l'espèce de nigo qui se croit intelligent et qui impressionne les autres en répétant par cœur des passages de la Bible. Et j'ai raté ce moment pendant assez longtemps où en fait il est décrit comme quelqu'un de pertinent, qui a des choses à dire. Et au final, je me suis surprise à m'attacher un petit peu à ce personnage de Julien, qui est très hypocrite et manipulateur au début, qui est enfermé dans un jeu de je te suis, tu me fuis, et tu me fuis, je te suis, avec Mathilde, qui a un amour très niais avec Madame de Rênal. Et au final, c'est celui qui a l'air le plus honnête de tous ces personnages. C'est-à-dire qu'il avoue clairement son mépris de la bourgeoisie, il avoue clairement utiliser une carrière cléricale à ses fins personnelles. Il est très honnête dans ses sentiments envers Mathilde et le fait de feindre, de s'intéresser à une autre marquise l'ennuie beaucoup au final. D'écrire des lettres, de recopier des lettres qu'on lui a données à cette fin, ça le fait chier. Ça lui pose beaucoup de problèmes de mentir au personnage de Mathilde. Et qu'il se sent libéré quand en prison il voit Madame de Rênal et il n'essaye pas une seule seconde pour ménager l'ego de Mathilde, de lui faire croire qu'il tient encore à elle et voilà, il se montre complètement ingrat des sacrifices qu'elle a fait, mais très honnêtement, voilà, il est amoureux de Madame de Rênal, Mathilde dit son contrequart et il essaye pas du tout de faire semblant. Donc au final c'est le personnage le plus honnête, le moins hypocrite. Il y a vraiment un énorme retournement de situation à la fin que moi j'ai pas du tout vu venir et j'ai trouvé ça surprenant. Et ensuite je suis allée de surprise en surprise, donc c'était bien fait. C'est agréable d'entrer dans la tête des gens parce que le rouge et le noir, on entre vraiment dans la tête de chacun des personnages, c'est très psychologique.
sans que ce soit horriblement lourd et horriblement cliché. Bon, bien sûr, le schéma amoureux entre Madame de Rênal, Julien et Mathilde et la marquise, c'est des choses aujourd'hui au XXIe siècle qu'on a vues et revues et qui ont été utilisées et réutilisées dans les séries américaines, dans les films à l'eau de rose, ce genre de choses. Je sais pas à quel point ça a pu être nouveau à l'époque non plus. Alors c'est vrai que le rouge et le noir, on bouffe du bouquin pendant les trois quarts du truc. C'est vrai que ça peut paraître long, mais c'est pas trois quarts du bouquin où j'ai passé mon temps à souffler du nez, à lever les yeux au ciel et à me dire que putain c'était douloureux. Pas du tout.